Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 lieux typiques de la Rome antique, donc 5 monuments romains qui datent évidemment de l'Empire romain et qui sont surtout plus ou moins connus. Bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti pour le premier monument. Premier monument, le Colisée. Donc pour ce premier monument, on va parler directement du Colisée, probablement le monument romain le plus connu au monde et surtout le symbole de Rome, voire même de l'Italie. Alors comme je l'ai dit, il se situe à Rome et il servait à l'époque romaine d'amphithéâtre. Et d'ailleurs à ce moment-là, c'était l'une des plus grosses constructions que les Romains avaient faites. Déjà dites-vous, rien qu'au niveau de la taille, il mesure 190 mètres de long pour 155 mètres de large. C'est vraiment un bâtiment qui est gigantesque et en termes de capacité de personnes, il peut accueillir 50 000 personnes, ce qui n'a quand même pas grand-chose à envier au stade actuel. Et quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est gigantesque. D'ailleurs, j'ai eu la chance de m'y rendre et j'ai eu la chance de le visiter. Et en fait, on ne s'attend pas à ça, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Et ce que vous voyez aujourd'hui, donc par exemple les photos que vous voyez actuellement là, c'est quand même un petit peu des ruines. Donc il ne reste pas non plus grand-chose. Et surtout, si un jour vous y allez, vous verrez qu'autour, il y a une sorte de ligne noire pour montrer à quel endroit commençait le Colisée à la base. Ce qui veut dire qu'à l'époque, eh bien, le Colisée était encore beaucoup plus grand que ce qu'il est encore actuellement. Mais quoi qu'il en soit, sa construction fut ordonnée par Vespasien et sa création débuta vers 70-72 après Jésus-Christ et elle finit en 80 après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ont mis même pas une dizaine d'années pour le créer, ce qui est vraiment énorme parce que quand on voit la taille du bâtiment, on se demande comment ils ont pu faire en sachant qu'à l'époque ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'actuellement, même si on s'en doute ils avaient quand même la main d'œuvre, enfin disons qu'ils avaient des prisonniers et surtout des esclaves. Donc c'était peut-être un petit peu plus facile à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, à quoi ça servait? Eh bien le Colisée. Déjà ça servait d'amphithéâtre. Donc ça servait bien à accueillir donc des pièces de théâtre, mais ça servait aussi d'arène, donc dedans il y avait des combats, des venationes, ce qui veut dire des combats d'animaux, mais également des menouras, donc des combats de gladiateurs. Sinon dans le Colisée évidemment il n'y avait pas que des combats, il y avait également des exécutions, ce qui en soi, bon on est à l'époque romaine, hein, ça commence à être normal, mais il y avait aussi donc comme je vous l'ai dit des pièces de théâtre, des reconstitutions de batailles célèbres, etc. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça également, ils ont réussi à recréer la bataille d'Altium, donc qui est une bataille navale. Ça veut dire que dans le Colisée, ils ont réussi à faire une sorte de grande piscine en fait, où ils ont mis de l'eau et tout ça, ils ont mis des bateaux dedans et ils ont refait une bataille. Voilà, je trouve ça quand même un petit peu incroyable, ça devait je pense être toute une organisation pour le faire. Donc il va servir comme ça d'arène jusqu'au 6e siècle, puis par la suite son utilisation va fortement changer, puisqu'il va servir d'habitation, de siège d'ordre religieux, de forteresse, etc. Ça veut dire que des fois, lorsqu'il y avait des batailles, les gens se mettaient dedans pour se mettre à l'abri. Ou alors, comme je l'ai dit, il y avait des gens carrément qui habitaient dedans. Il servait en fait à plein de choses différentes. Et ce, sur tout le long de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, actuellement, et ce depuis quand même plusieurs dizaines d'années, c'est un lieu donc qui évidemment est classé monument historique et tout ça, et c'est un lieu bien sûr que vous pouvez visiter. Voilà, vous pouvez y aller, faire une visite guidée, etc. Deuxième lieu, les arènes de Nîmes. Pour ce deuxième lieu, on va rester une nouvelle fois donc dans le milieu des arènes, des combats, etc. puisqu'on va partir sur les arènes de Nîmes. Donc évidemment ici on est dans la ville de Nîmes, donc dans le sud de la France. Donc ici au niveau date, les arènes de Nîmes furent construites de l'an 90 à l'an 120 après Jésus-Christ. Et bien qu'elles soient quand même plus petites que le Colisée, ça reste quand même un monument assez colossal. Au niveau de la taille, on est donc sur 133 mètres de long pour 101 mètres de large et 21 mètres de hauteur. Et donc au niveau de la capacité et bien de spectateurs, ici il pouvait accueillir 25 000 personnes dans son enceinte, ce qui reste quand même 2 fois plus petit que le Colisée. Je vous le rappelle, le Colisée pouvait en accueillir 50 000. Mais on va pas se mentir, ça reste quand même un chiffre assez imposant. Donc évidemment, comme le Colisée, les arènes de Nîmes servaient à accueillir des combats d'animaux, des combats de gladiateurs, voilà, des scènes, etc. Voilà, le programme était quand même assez varié. Mais un petit peu plus tard, ça ne va pas être seulement un lieu où il y a des combats et surtout un lieu de divertissement, puisque ça va servir de refuge, notamment au 6e siècle, puisque lors des grandes invasions, eh bien les populations qui vont habiter aux alentours vont tout simplement s'abriter dans les arènes de Nîmes. Et puis encore un petit peu plus tard, du Moyen-Âge jusqu'aux environs du 19e siècle, l'utilité des arènes de Nîmes va totalement changer puisque ça va devenir une sorte de zone commerciale. Donc c'est un petit peu comme les galeries Lafayette, vous pouviez y trouver différentes boutiques, voilà, différents commerces. Et donc dans la continuité, donc au 19e siècle, ça va redevenir des arènes et elles vont recommencer à accueillir des spectateurs, à accueillir des événements, etc. Et donc encore aujourd'hui, c'est un lieu qui est déjà ouvert au public, donc vous pouvez évidemment visiter les arènes de Nîmes, mais il y a encore des concerts qui sont organisés, des événements, même régulièrement on voit des concerts qui passent à la télé par exemple, qui sont directement tournés depuis les arènes de Nîmes. Ça reste vraiment un lieu qui sert encore aujourd'hui et qui n'est pas juste un lieu, disons, historique dans lequel on ne fait plus rien. Ça reste un monument qui est encore utilisé de nos jours. Troisième lieu, les thermes de Caracalla. Donc pour ce nouveau monument, ici on n'est plus dans le divertissement, mais on est un peu plus dans la détente, dans l'agréable, puisqu'on part sur les thermes de Caracalla. Comme le Colisée, il se situe dans la ville de Rome. Donc évidemment, ce sont des thermes qui ont été commandés par Caracalla, d'où le nom des thermes de Caracalla bien sûr. Et donc leur construction commença en 212 après Jésus-Christ et se termina
termina en 216 après Jésus-Christ. 4 ans pour réaliser ça, c'est vraiment très peu. Jusqu'à ce moment-là, déjà, c'était les thermes les plus grandes du monde, et même sans parler de ça, c'était vraiment un bâtiment gigantesque. Déjà, dites-vous bien qu'un therme est bien d'espace dedans. À l'intérieur, il y avait au total 64 citernes qui pouvaient accueillir pas moins de 1600 personnes, ce qui est vraiment énorme pour des thermes. Mais en dehors de ça, la zone totale de l'établissement était répartie sur pas moins de 11 hectares. Le bâtiment mesurait 210 mètres de long pour 110 mètres de large. Et vraiment sur les photos, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous y êtes, c'est vraiment quelque chose qui est gigantesque, c'est vraiment énorme. Et malheureusement, la majorité des bâtiments sont quand même bien détruits, ce qui est quand même dommage. À cause de ça, on a quand même beaucoup de mal à se rendre compte de comment c'était fait à l'époque. Mais sinon, on en revient du coup à l'époque romaine. Qu'est-ce qu'on y trouvait dans les thermes? Eh bien, on y trouvait des boutiques, des gymnases, des salles de conférences, des tavernes, des bibliothèques, etc. C'était vraiment un complexe en fait dans lequel il y avait vraiment des choses diverses et variées, et surtout vous pouviez y faire plein d'activités différentes. Évidemment, à l'intérieur il y avait aussi des piscines, puisque je vous le rappelle ça reste des thermes, et il y avait même des piscines qui faisaient 50 mètres de long, ce qui je vous le rappelle est quand même la taille des piscines olympiques actuellement. Je vous laisse imaginer la démesure du bâtiment. Les thermes vont servir pendant plus de 300 ans, et donc au 6e siècle après Jésus-Christ, elles vont cesser de fonctionner, pas parce qu'elles sont en mauvais état ou parce qu'il n'y a plus d'utilité, mais tout simplement parce que l'aqueduc, donc qui amène l'eau directement dans les thermes, va être détruit par les Vitiges et les Ostrogoths. Donc par la suite, il n'est plus utilisé bien sûr et il commence à tomber en ruine. Ce qui fait que les gens qui habitaient autour vont commencer à s'en servir comme carrière, ce qui fait que les gens venaient directement chercher de la pierre dedans pour par exemple construire des immeubles, des maisons, etc. Et les thermes vont même servir de cimetière. Et ce n'est qu'au premier quart du 19e siècle que des fouilles vont commencer à être faites dans les thermes et surtout que les gens vont arrêter d'utiliser les thermes un petit peu n'importe comment. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, malheureusement, alors ce n'est pas un lieu qui a vraiment été beaucoup restauré, ça reste vraiment que des ruines, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même le visiter. Si jamais un jour vous êtes de passage à Rome, eh bien n'hésitez pas à aller y faire un tour. 4e lieu, le pont du Gard. Je viens de vous parler des thermes de Caracalla, désormais je vais vous parler du dispositif qui permettait d'alimenter les thermes en eau. Donc ici on va s'intéresser au pont du Gard, le pont romain probablement le plus connu au monde et surtout un des monuments historiques les plus connus en France. Donc déjà c'est un monument qui se situe vers la ville de Nîmes, donc dans le sud de la France, et surtout il se situe proche de la ville de Vers-Pont-du-Gard. C'est vraiment le nom de la ville, elle s'appelle vraiment comme ça, c'est comme si Paris ça s'appelait Vers-Tour-Eiffel. Mais quoi qu'il en soit, ce pont va être édifié de 40 à 50 après Jésus-Christ et donc il servait à enjamber le Gardon qui est tout simplement une rivière. Au niveau de sa taille, donc il mesure 275 mètres de long au niveau donc, du 3e étage, sinon au niveau de sa hauteur il fait 48 mètres de haut et il se compose de 3 étages comme je vous l'ai dit juste avant. Alors quelle était son utilité? Comme je vous l'ai dit, c'était un aqueduc dont il permettait d'acheminer de l'eau et donc en l'occurrence ici il servait à acheminer de l'eau de la ville d'Uzès vers la ville de Nîmes. Mais après il n'était pas tout seul pour ça parce qu'en fait il fait partie d'un aqueduc qui est gigantesque parce qu'en fait le pont du Gard c'est juste une toute petite partie de cet aqueduc et en fait l'aqueduc dans sa globalité mesurait à l'époque romaine 55 km, qui est vraiment une nouvelle fois énorme, c'est vraiment gigantesque en termes de taille. Sinon au niveau de sa capacité donc à acheminer l'eau, eh bien il y avait pas moins de 40 000 litres d'eau qui circulaient dans ces tuyaux par jour, ce qui fait environ 400 litres d'eau à la seconde. Mais sinon par la suite, donc au 4e siècle, petit à petit il va y avoir du calcaire qui va se former donc sur le pont et plus globalement sur l'aqueduc, ce qui fait que son utilisation va devenir de plus en plus compliquée parce qu'il demande de plus en plus d'entretien. Et donc plus tard au 6e siècle, eh bien il va tout simplement cesser de fonctionner parce que les Francs vont prendre possession de la zone d'Uzès et donc ils vont arrêter le fonctionnement de l'aqueduc. Donc ainsi le pont du Gard ne va plus servir à acheminer l'eau, mais il va servir de pont routier, donc ça permettra de traverser la rivière tout simplement, et même il servira de carrière, donc comme pour les thermes de Caracalla, des gens viennent se servir en pierre directement sur le pont. Et c'est au 16e siècle donc ils vont commencer à faire des restaurations sur le pont, et surtout au 17e siècle, ils vont construire un pont routier juste à côté, histoire que le trafic ne passe plus par le pont du Gard, mais passe par le pont qui vient d'être construit. Mais sinon aujourd'hui c'est le pont et aqueduc romain le plus haut du monde, 48 mètres, je vous le rappelle, et évidemment il est classé au monument historique de 1840 et il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Et évidemment comme la plupart des monuments romains, eh bien vous pouvez le visiter aujourd'hui. 5e lieu, la maison carrée. Pour ce 5e et dernier monument, on ne va pas parler de détente, on ne va pas parler d'utilité à proprement dit, mais on va parler directement d'idolâtrisme, un petit peu de religion et tout ça. Donc ici, il s'agit donc de la maison carrée qui était tout simplement un temple dédié à Auguste et à ses fils Caius et Lucius. Donc déjà, c'est un monument qui se situe dans la ville de Nîmes, encore une fois, et ce dernier fut construit de -10 à 4 après Jésus-Christ. Au niveau de sa taille, donc c'est un monument qui va faire 27 mètres de long pour 14 mètres de large et qui possède 30 colonnes de 9 mètres chacune. Ça reste un bâtiment
bâtiment quand même beaucoup plus petit que celui que je vous ai présenté juste avant, mais ça reste quand même un bâtiment qui est juste magnifique et surtout qui est en très bel état. Mais quoi qu'il en soit, à quoi est-ce qu'il servait? Eh bien, comme je vous l'ai dit juste avant, il était fait pour Auguste et ses deux fils, Caius et Lucius. Ce qui veut dire qu'il y avait un temple pour idolâtrer directement, eh bien, ces 3 personnes. Donc en termes de narcissisme, on est quand même pas mal. Après, je parle d'Auguste, hein, mais la plupart des empereurs romains se prenaient pour des dieux. Mais quoi qu'il en soit, si on s'intéresse un petit peu plus donc aux monuments, déjà, maison carrée. Pourquoi maison carrée en sachant que c'est un rectangle? Eh bien, tout simplement parce que au XVIe siècle, eh bien, un carré, ça désignait une figure qui avait 4 angles droits. Ça veut dire que vous pouviez très bien avoir une surface qui allait faire 2 mètres de largeur pour 100 mètres de long. Eh bien, c'était quand même considéré comme un carré. Donc c'est pourquoi on appelle ce temple maison carrée. Mais quoi qu'il en soit, après l'époque romaine, mais plus particulièrement du XIe au XVIe siècle, c'est un édifice qui va servir de maison consulaire, et encore un petit peu plus tard, ça va devenir une maison et même une église. Donc encore l'église, bon je veux bien parce qu'une église c'est plus ou moins un temple, mais quand même transformer ça en maison, ça doit être quand même assez particulier de vivre là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, au XIXe siècle, la maison carrée va être restaurée et va servir de lieu d'exposition pour des objets archéologiques. Et donc encore aujourd'hui, c'est un petit peu une sorte de musée. Dedans, il y a des expositions, il y a différents événements qui sont organisés, plus ou moins un lien quand même avec l'art, avec l'histoire et tout ça. Et c'est surtout le temple romain le mieux conservé au monde. Bon après évidemment, je pense que ce n'est pas la peine de le préciser, mais bien sûr, c'est un lieu qui reste ouvert au public et donc que vous pouvez aller visiter. Donc voilà pour ces 5 lieux romains, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous souhaitez que je fasse d'autres lieux comme ça romains, ou même dans d'autres périodes, comme par exemple la Grèce antique, je sais pas, le Moyen-Âge, etc., n'hésitez pas à me le dire et puis je ferai ça prochainement. Sinon, comme d'habitude, si jamais vous souhaitez acquérir une monnaie romaine ou même une monnaie historique, tout simplement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Le lien est directement dans la description et dessus vous y retrouverez des centaines de monnaies romaines, des féodales, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Évidemment, et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et surtout si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Si jamais vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez dans les commentaires monument romain, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!